Bienvenue au webinaire Manager et dirigeant 4 clés pour renforcer votre confiance en vous. Je vais vous demander juste de me confirmer grâce à la cellule de chat que vous m'entendez bien. Ah bah voilà, je vois que quelqu'un écrit, donc c'est bon. Très bien. Mais écoutez, merci pour votre présence à ce webinaire. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à couper toute source de distraction, à vous mettre à l'aise, parce que le webinaire se terminera à 13h45, peut-être quelques minutes plus tard, mais au plus tard à 13h50. Et il est riche en informations, donc ça va vraiment requérir votre pleine attention. Super, merci de m'avoir confirmé que vous m'entendez bien. Alors, je vais vous proposer, parce que souvent on me pose la question, je vais vous proposer d'envoyer le diaporama à celles et ceux qui m'en feront la demande. Pour cela, il faudra m'indiquer à la toute fin du webinaire votre adresse mail dans la cellule de chat. Ce sera ma façon de vous remercier d'avoir assisté à l'intégralité du webinaire. Alors, mon objectif aujourd'hui et de vous transmettre des clés pour prendre conscience de votre légitimité professionnelle et oser exprimer vos opinions, pour vous affirmer sereinement, poser vos limites, aborder vos collègues et supérieurs hiérarchiques avec aisance et assurance, et faire face aux événements avec confiance et efficacité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Depuis la création de mon cabinet en 2007, donc ça va faire 15 ans cette année, j'accompagne managers et dirigeants avec pragmatisme, justesse, humour et cœur. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis maman, je suis mariée, je suis psy de formation, je suis une ancienne RH. Alors, tout comme vous, j'ai connu l'espoir, le doute et la peur, l'abattement et la joie. Et tout comme vous, j'ai choisi d'apprendre et d'avancer. La vie professionnelle est une aventure parsemée de défis parfois stimulants et parfois éprouvants. Et j'ai compris que la problématique de confiance en soi est très souvent sous-jacente à toutes les autres problématiques relationnelles. Alors, mon enjeu est d'apporter ces clés qui, lorsqu'on les connaît, permettent de prendre confiance en soi, en son avenir et en sa capacité à y faire face, avec estime et respect pour soi et pour les autres. Aussi, j'ai créé en 2010 le programme Envol pour développer confiance en soi et affirmation personnelle. Et puis en 2011, le programme Éveil pour asseoir leadership et charisme. Parce que ce sont véritablement des clés fondamentales pour réaliser notre potentiel, nous épanouir personnellement et professionnellement, instaurer des relations humaines positives et donner envie aux autres de se dépasser. Et puis ces 20 dernières années, d'abord en tant que coach et puis ensuite, d'abord en tant qu'RH pardon et puis en tant que coach, j'ai accompagné des managers et des dirigeants en souffrance, notamment du fait de personnalités difficiles. Et j'ai été marquée par leur désarroi. J'ai donc décidé d'interviewer près de 90 DRH et dirigeants et de mener des recherches pour vous permettre de préserver votre sérénité et faire face aux attitudes négatives, pour vous permettre de comprendre les personnalités difficiles et définir des stratégies de communication adaptées pour des relations humaines efficaces et professionnelles. Aussi, je vous aide à prendre confiance en vous et à asseoir un leadership positif, vous protéger et gérer les personnalités difficiles. Alors, je vais maintenant, et là c'est là où je veux aussi requérir votre pleine attention, je vais maintenant m'adresser spécifiquement à ceux qui, parmi vous, sont dans l'une ou l'autre de ces situations.
Vous êtes un professionnel des ressources humaines, l'un de vos clients internes manque de confiance en lui et cela le met en difficulté dans ses relations et vous voulez lui apporter un conseil efficace. Ou alors, vous êtes manager ou dirigeant, vous souhaitez renforcer votre confiance en vous et votre leadership, et vous pourriez éventuellement, faire financer votre coaching par votre entreprise. Donc si vous êtes dans l'un de ces cas, je vais vous inviter à, réserver un rendez-vous. Pour cela, il va falloir, enfin d'abord, je vous précise l'objet de ce rendez-vous. L'idée, c'est quoi? C'est de vous offrir, une session d'analyse, de diagnostic et de conseil qui durera entre 30 minutes à maximum 1 heure pour échanger en toute confidentialité sur votre situation spécifique. Hein, donc pour cela, vous avez un petit bouton orange sur lequel vous pouvez cliquer en haut, du diaporama et en cliquant sur ce bouton, cela va vous amener sur cette page et là, vous verrez, il y a un autre bouton «Prendre rendez-vous». Hein, donc il vous enverra vers mon agenda, heu, voilà, donc où vous pourrez réserver un rendez-vous. Alors vraiment, je m'adresse aux personnes qui correspondent au profil que je décrivais il y a un instant. Sentez-vous libre de réserver un créneau, cela ne vous engage naturellement à rien. Pour les personnes qui, heu, sont concernées par cette problématique, et qui pourraient éventuellement, envisager un coaching, mais dans ce cas financé à titre privé, hein, donc à titre personnel. Ce que je vous propose, c'est de m'adresser un email, me présentant brièvement votre problématique, hein, quelques lignes suffiront et m'indiquant vos coordonnées, de façon à ce que je puisse vous rappeler, dans les prochaines semaines, parce qu'effectivement actuellement, mon agenda est très chargé et donc je suis un petit peu obligée de m'organiser, différemment de d'habitude. Donc je vous remercie, pour votre compréhension. Alors, entrons maintenant, dans le vif du sujet. Alors, aimeriez-vous alors mon petit clic fonctionne pas toujours très bien, voilà. Aimeriez-vous vous sentir pleinement légitime dans vos fonctions? Prendre du recul et garder votre calme lors de tensions? Exprimer spontanément vos opinions et vous affirmer avec clarté et aplomb? Manager les personnalités difficiles avec aisance et assurance? Et faire face au changement avec confiance et efficacité? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes loin d'être le seul. Je vais vous présenter quelques chiffres éloquents. Pour ce webinaire, voyez-vous, je regardais, ce matin vers 10 heures et j'ai noté que donc, sur, 13 459 visiteurs, vous avez les chiffres en bas, hein, j'ai fait un imprimé écran de LinkedIn, de visiteurs de l'annonce, hein, de la masterclass. Il y avait donc, 4 407 inscrits. Peut-être voyez-vous là dans la cellule de chat que sur les 200 places, les 200 sont prises, donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu accéder au webinaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 33 des visiteurs de l'annonce, hein, qui se sont inscrits. Contre, j'ai regardé sur mes précédents webinaires, on était plutôt à, 0,8 de personnes qui visionnaient, l'invitation et qui s'inscrivaient. Un très beau webinaire, sur ces sujets-là rassemble en général, 30 personnes. Quand on a 30 personnes, on trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant et qui intéresse, beaucoup de monde. Donc moi, je suis assez, je trouve que ces chiffres sont marquants et pour moi, ils sont vraiment révélateurs de l'ampleur de la problématique qui, probablement, est encore un peu taboue, et en particulier sur des fonctions de manager et dirigeants, dans l'entreprise. Eh ben, Jérémy, alors les diapos ne passent pas chez moi, mais j'espère que le diaporama passe bien chez les autres participants. Et Didier, je suis également ravie que vous ayez pu accéder, au webinaire. Oui, ça fonctionne pour les autres, donc je suis désolée pour Jérémy.
Donc c'est quand même, assez éloquent et je pense que nos amis RH qui sont parmi nous aujourd'hui, je pense que ce sont des chiffres qui sont, et j'imagine qu'ils sont également interpellants, pour vous. Alors, pourquoi, finalement, beaucoup de personnes sont concernées par cette problématique? Eh bien, déjà, du fait d'un manque de reconnaissance de ce problème, hein. C'est-à-dire que face à des problématiques de confiance en soi, on va souvent proposer des formations ou des accompagnements qui vont, au final, être insuffisamment adaptés et donc insuffisamment, efficaces. Malheureusement, les risques de manque de confiance en soi sont réels. Pour en citer quelques-uns, la démotivation, la souffrance au travail, l'inhibition de la parole, de l'action et dans la prise de décision, la perte de créativité, la résistance au changement, la rigidité, le manque d'écoute, et cetera. Alors qu'en fait, vous pouvez réellement vous libérer de vos freins internes, des défenses de votre ego comme l'orgueil, la susceptibilité, le repli sur soi, l'agressivité. Et vous pouvez vous libérer des préoccupations, de votre préoccupation du regard des autres et de vos peurs. Vous pouvez installer un profond sentiment de sécurité intérieure, d'autonomie et de puissance, avec la fierté de tracer votre propre route et l'ambition d'être heureux. Vous pouvez inspirer confiance et asseoir votre légitimité, gagner en recul, sérénité et self-control, exprimer naturellement vos opinions, vous affirmer avec clarté, aplomb et impact, prendre la parole avec éloquence et emporter l'adhésion. Mais que faire pour cela? Eh bien, déjà diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est déjà identifier à quel niveau se présentent les problèmes. Cela permet bien sûr derrière d'intervenir au juste niveau. Alors, je représente ici les différents niveaux que l'on peut renforcer et l'ordre dans lequel le faire. Alors, tout en bas, vous avez la conscience de soi. Ce sont des fondations, hein. Donc, la conscience de soi, c'est la connaissance et la compréhension de sa personnalité, de ses réactions au stress, de ses sources de motivation et de ses aptitudes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. On ne peut pas estimer un inconnu. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord avoir conscience de qui l'on est pour asseoir une bonne estime de soi. La confiance en soi, c'est le sentiment de se sentir capable, le sentiment que l'on peut compter sur soi pour faire face. L'affirmation de soi, c'est se sentir libre de s'exprimer, de poser ses limites sans se réduire ni avoir besoin de dominer. Le leadership, c'est la capacité à donner envie aux autres de vous suivre et de se dépasser. Et enfin, le charisme, la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est la capacité à capter l'attention, inspirer, voire fasciner. Donc là, voilà, hein, l'intérêt du diagnostic pour mener un accompagnement sur mesure, puissant et durable. Enfin, avec des résultats tout à fait durables. Alors, voyons maintenant les 4 clés que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Alors, Magali ne m'entend plus. Est-ce que les autres, vous m'entendez toujours? Je pense que vous me l'auriez indiqué si vous ne m'entendiez plus. Merci beaucoup. Donc, j'espère que Magali va vite résoudre son problème. Alors,
4 clés pour renforcer votre confiance en vous. Premièrement, voyez, connaissez-vous vous-même. Comme je le disais il y a un instant, on ne peut pas avoir confiance envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est donc clé de développer sa conscience de soi-même. Quelles sont vos qualités majeures? Quels sont vos talents? De quoi avez-vous besoin pour être serein? Quelles sont vos motivations profondes? Qu'est-ce qui vous met sous stress? Comment prévenir ce stress et gérer vos émotions? Ce sont autant de questions à explorer pour répondre à ce premier point, à cette première clé. Une deuxième clé, alors là, c'est plus pour une action sur l'estime de soi. Parlez-vous et traitez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Alors, lorsque l'on réfléchit, on se parle, d'accord? Quand vous réfléchissez, vous êtes toujours en train de vous parler, hein. Le support de la réflexion, c'est le langage. Et on peut se parler en s'autocritiquant. Alors, si c'est rare, c'est pas très grave, hein, mais lorsque cela devient une mauvaise habitude du mental, eh bien, c'est très toxique pour l'estime de soi. Alors, en effet, c'est pas parce que vous ne voyez pas vos pensées qu'elles n'ont pas de réalité matérielle. Vos pensées activent bien des séries de neurones et les connectent entre eux. Eh bien, si vous vous répétez souvent quelque chose, cela va créer un nouveau réseau neuronal et vous aurez alors programmé cette pensée qui sera dorénavant considérée par votre mental comme une réalité. Donc, ne vous parlez pas comme vous n'accepteriez pas que l'on parle à vos proches, comme vous n'accepteriez pas que l'on parle à vos enfants. Surveillez votre mental et choisissez bien vos pensées. Une troisième clé pour une action sur la confiance en soi. Oser. Je vais citer un proverbe romain. Le courage croît en osant, du verbe croître, hein, le courage se développe en osant, et la peur en hésitant. Eh bien, osez braver vos peurs du jugement, vos peurs du rejet, de l'humiliation, en osant vous exprimer librement. Avancez par petits pas. Fixez-vous de petits défis et vous ferez chuter des pans entiers de peur. Vous élargirez ainsi votre zone de confort. Quatrième clé, persévérer. On ne change pas en une semaine ou en un mois. On n'intègre pas dans ses habitudes, dans le muscle, une nouvelle façon de fonctionner sans répéter et répéter encore les exercices qui le permettront. Je dis tout le temps à mes coachés que mon programme sur 6 mois, pour travailler sur la confiance en soi et l'affirmation de soi est une rampe de lancement. Et une fois dans le cercle vertueux du développement de la confiance en soi, c'est pas le moment de lâcher. Mais c'est vraiment un travail qui vaut le coup et à tout âge, car il n'est jamais trop tard pour renforcer sa confiance en soi. D'autant que la vie étant ce qu'elle est, elle nous confronte à des situations déstabilisantes et potentiellement toxiques pour notre confiance en nous, hein. Donc il faut aussi savoir restaurer et protéger sa confiance en soi dans le temps. Revenons maintenant à vous. Vous êtes actuellement en difficulté dans vos relations professionnelles. Vous ne parvenez peut-être pas à vous protéger et à vous affirmer ou à asseoir votre leadership. Votre confiance en vous en est fragilisée ou pire encore, vous souffrez. Eh bien, je me dois de vous mettre en garde. Attention, vous risquez de vous épuiser et de perdre durablement confiance en vous. Vous risquez de ne plus pouvoir assurer votre mission avec efficacité et ainsi
de dégrader votre employabilité en interne comme à l'externe. Et vous risquez d'adopter une attitude négative vis-à-vis de vos proches et ainsi de détériorer votre situation personnelle. Donc, je me permets un conseil, réagissez. Pour rappel, j'invite les personnes qui sont dans cette situation, donc à savoir les professionnels RH qui souhaitent accompagner un de leurs clients internes ou les managers et dirigeants qui sont concernés par la problématique et qui pourraient envisager un coaching financé à titre professionnel. Je vous invite à prendre rendez-vous, donc en cliquant sur le petit bouton orange situé en haut du diaporama. Et les personnes, donc les particuliers, les personnes qui pourraient éventuellement avoir un besoin d'accompagnement à titre privé, je vous invite à m'adresser un email à l'adresse qui s'affiche. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Je suis à votre disposition. Donc, on va discuter de vos cas spécifiques. Si vous voulez aussi, donc vous pouvez vous poser vos questions via la cellule de chat. Et puis, si vous voulez revenir sur certains points que j'ai évoqués peut-être un peu trop rapidement dans ce webinaire, vous pouvez bien sûr me le demander, je reviendrai, je développerai, je vous donnerai des exemples. C'est l'objectif aujourd'hui aussi, c'est d'échanger pour que vous puissiez en tirer le plus de profit possible. Donc, je vois que plusieurs personnes écrivent, donc les questions vont arriver. Alors, comment faire face à une personne misogyne ? En fait, c'est des propos misogynes en tout cas. Je pense que votre question dit c'est comment je fais face à quelqu'un qui est peut-être moqueur, condescendant, voilà, de façon peut-être un petit peu plus large. Alors, il faudrait, n'hésitez pas dans vos questions à me donner plus d'informations de contexte pour que mon conseil soit plus pertinent. Mais ce que vous allez peut-être devoir apprendre à faire, Lydie, c'est à confronter en posant des questions. Hein, vous pouvez pousser les gens dans leur retranchement, vous pouvez leur demander à quoi faites-vous référence, que voulez-vous dire par là, est-ce que vous avez une remarque à me faire, quelles sont vos attentes, quelle est votre demande. Vous voyez, d'avoir une réaction comme ça, parce que ce type de réaction, elle va faire quoi? Vous n'aurez pas forcément une réponse de bonne foi, encore moins une réponse bienveillante, hein, évidemment. Vous pouvez avoir une autre moquerie supplémentaire là-dessus. Mais si vous réagissez au fur et à mesure à des petites attaques, la personne qui vous attaque, ça risque de la démotiver. Ça pourrait la démotiver parce qu'elle aussi, elle a une peur d'humiliation. En tout cas, les provocateurs, sachez qu'ils ont souvent une peur d'humiliation. Donc, ils ne vont pas s'y frotter trop s'ils pensent que ça va piquer. Voilà un conseil. Après, parfois, il faut choisir ses combats, hein, parce que des fois, est-ce que c'est vraiment de la misogynie ou après c'est des petites blagounettes maladroites. Bon, il faut aussi savoir, je pense, faire le tri pour ne pas faire de tout un combat. Donc, je vous laisse à cette réflexion, Lydie. J'espère vous avoir correctement aiguillée. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre en fait. Hein. Pouvez-vous revenir sur les 6 niveaux à renforcer, rappeler comment les renforcer? Alors, le premier niveau, c'est la conscience de soi. Connaissez-vous vous-même? Donc là, il y a tout un tas de dispositifs que vous pourriez réaliser hein, pour bien se connaître. Ça peut être du bilan de compétences, ça peut être réaliser des inventaires de personnalité, ça peut être faire une démarche de coaching, de développement personnel. Vous voyez, mais en tout cas, de bien savoir quels sont vos talents, vos valeurs, vos qualités personnelles, vos motivations, vos aptitudes. C'est très important de savoir cerner cela, parce que sinon, on ne peut pas avoir une saine estime de soi.
L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. Alors, il y a plein de choses à faire. Et là, je ne peux pas toutes les citer. J'en ai cité une chose très concrète, c'est déjà d'arrêter ce que j'appelle le, le cercle vicieux de la toxicité. Et le cercle vicieux de la toxicité, c'est quand soi-même, on ne se parle pas correctement, on ne se traite pas correctement. La première chose à faire, c'est d'arrêter ça. Pour au moins limiter la casse. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les gens pensent parfois qu'en vieillissant, on va naturellement renforcer sa confiance en soi et son affirmation de soi. Eh bien, ça n'a absolument rien d'automatique, mais vraiment rien d'automatique. Ce n'est valable que pour les personnes qui cherchent à la renforcer. Mais parfois, c'est tout à fait l'inverse. Donc, ne comptez pas trop là-dessus. Ne comptez pas trop là-dessus. Après, j'ai parlé de confiance en soi et je vous ai donné une clé là-dessus, c'est de vous fixer des petits challenges. Osez, osez, osez. Ça peut être faire un compliment, ça peut être demander un service, ça peut dire, ça peut être exprimer vos émotions, exprimer un besoin, ça peut être plein de choses, mais challengez-vous et lâchez pas l'affaire. Après, j'ai parlé d'affirmation de soi, donc c'est oser s'affirmer, hein. Et puis équipez-vous de techniques de com, d'affirmation de soi aussi, pour être doué dans la relation, d'avoir les bonnes techniques pour avoir le bon impact. Le leadership, ça va recouvrir d'autres savoir-faire, hein. Le leadership, il y a les aspects de développement personnel, mais également de développement relationnel et de connaissances en management des hommes, hein. Donc là, il y a effectivement comment le développer. Ça va être de la formation, ça va être des lectures, ça va être aussi une ouverture, hein, pour écouter les feedbacks que l'on vous fait, des 360 degrés, des coachings, etc. Et puis le charisme, c'est pareil, hein, ça se travaille également. Et là, ça serait difficile de vous donner des clés parce que moi, quand je travaille là-dessus avec mes coachés, c'est toujours de développer un charisme qui est aligné, en cohérence avec la personne, avec son essence, avec son style, avec ses talents. Vous voyez, on peut pas. Il y a des personnes très posées, très calmes, qui peuvent avoir beaucoup de charisme, qui peuvent être très rassurantes, qui peuvent être très inspirantes. Puis vous avez des personnes qui peuvent être extrêmement extraverties, très agitées, dans une gestuelle plus animée et qui seront aussi très charismatiques. Donc il n'y a pas un comportement à adopter qui ferait de vous quelqu'un de charismatique, hein, même s'il y a quelques clés. Voilà. J'espère vous avoir apporté un compliment pertinent et intéressant. Alors, je reviens sur vos questions. Comment gérer au mieux les relations d'équipe à distance? Alors, lorsque vous êtes à distance, en fait, si je vais vous donner une clé. Il faut savoir que quand nous ne sommes pas à distance, hein, comme on est tous dans un même espace, il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup d'implicites, mais malgré tout cela, on se cale les uns aux autres, on va s'adapter un petit peu les uns aux autres. Autant que faire se peut, hein, on intègre un peu ces règles implicites de fonctionnement, on s'y adapte. À distance, ça vole en éclats. Donc, vous devez faire un effort pour expliciter davantage les règles de fonctionnement, y compris les règles comportementales de fonctionnement. Vous devez davantage questionner les personnes sur leurs émotions, leur état d'esprit, leur niveau de motivation, parce que parfois on a un peu de visio, on a une petite idée au non-verbal, parfois on n'en a même pas avec le téléphone, donc vous devez aller bien plus à la pêche aussi aux informations. Vous devez aussi recréer les événements de partage qui existent assez naturellement quand on est ensemble, à la cantine, à la machine à café, hein. Ça peut être des petits points. Pourquoi pas partager une salade en visio entre midi et 2, à papoter avec des collègues aussi, pour recréer un peu du lien, pour exprimer des choses qui ne se seraient pas exprimées dans des contextes plus formels. Voilà quelques petits tips par rapport à la gestion des équipes à distance, Catherine. Alors, Corinne, est-ce que vous pourriez repréciser la définition de l'affirmation de soi? Alors, l'affirmation de soi, si je devais vous le dire en très peu de mots, je vous dirais, c'est être au monde tel qu'on est
sincèrement, hem, authentiquement. C'est-à-dire que je me sens libre, de m'exprimer, je me sens libre de dire non, je me sens libre de, demander un conseil, je me sens libre d'exprimer mes opinions, ma personnalité, de revenir sur un engagement que j'ai pris peut-être un peu trop vite, et cetera. C'est un sentiment de liberté à s'exprimer, d'accord? Après, pour avoir une bonne affirmation de soi, c'est-à-dire pour avoir l'impact que l'on souhaite avoir. Il s'agit pas de, balancer sa vérité, à tout bout de champ, envers face à tout le monde, ce qui manquerait cruellement de savoir-vivre, donc c'est absolument pas l'idée. Mais c'est d'être dans un comportement choisi, d'accord? C'est-à-dire, je suis en réunion, c'est animé, c'est tendu, je me sens libre de m'exprimer, je me sens libre de donner mon point de vue, le problème n'est pas là. Maintenant, est-ce que je choisis, de le donner? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les personnes vont être réceptives? Eh bien, je vais choisir peut-être de le donner à un autre moment ou de choisir de le présenter d'une certaine façon. Parce que j'ai la maîtrise, et voilà, et j'ai des techniques de com qui me permettent de le faire avec l'impact voulu. Eh bien ça, c'est avoir une excellente affirmation de soi. Parfois on dit, hein, j'avais lu ça une fois, s'affirmer, c'est: «Je suis ni hérisson ni paillasson». C'est-à-dire, j'ai pas besoin de dominer l'autre, comme le hérisson, j'ai pas besoin de piquer, j'ai pas besoin d'être agressif pour imposer des choses, et j'ai pas besoin d'être non plus le paillasson, c'est me réduire et accepter des choses que je n'accepterai pas et me réduire au silence. C'est pas ça, c'est ni hérisson, ni paillasson. Sinon, ça génère les 3 R, comme on dit, hein, les remords, les regrets, et le ressentiment. Hein, donc c'est plutôt un sentiment de liberté dans la relation à l'autre, avec les bonnes formes pour que, notre message ait l'impact escompté. Voilà Corinne, et j'espère vous avoir, bien renseigné. N'hésitez pas à me relancer, si c'est pas, tout à fait le cas. Soraya, alors j'espère que je n'ai pas loupé, de questions. Non, je ne pense pas. Comment asseoir son leadership quand on est une femme et que nous sommes entourés de beaucoup d'hommes? Alors, moi j'ai peut-être pas un point de vue qui est exactement, celui des personnes qui travaillent spécifiquement sur le leadership féminin. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'en 2022, mon axe à moi, c'est plutôt de ne pas en faire un sujet, en fait. Parce que bien sûr, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Évidemment, enfin, moi, je fais pas partie des gens qui vont dire que les hommes et les femmes, on est exactement les mêmes, on a les mêmes qualités, les mêmes ressources. Je pense qu'on est complémentaires. En revanche, dans le cadre du travail où nos comportements doivent être drivés par une fonction, par des responsabilités, je pense que c'est plus vraiment un sujet, et il faut pas en faire un sujet pour pas en faire un problème. C'est-à-dire que je pense que vos comportements doivent être drivés par, votre vision, votre mission, une posture de manager ou de dirigeant ou de cadre, et c'est ça qui doit encadrer votre comportement, pour votre propre confort, et sans avoir besoin de vous questionner forcément sur un style qui devrait être plus masculin ou plus féminin. Après, si vous avez des personnes qui ont des a priori sur les femmes, vous savez, le monde est rempli d'a priori, hein, sur les femmes, sur les blondes, sur les gros, sur les personnes d'origine, de telle ou telle ou telle origine, les personnes qui présentent un handicap, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, je pense qu'il faut pas, faire un sujet d'être une femme, comme il ne faut pas faire un sujet, d'avoir, quelconque caractéristique, qui n'a rien à voir avec le travail. Et il faut plutôt se questionner sur sa mission, son rôle, ses objectifs, son périmètre de légitimité, son périmètre d'autorité. Et puis laisser les gens qui jugent, bah, juger, parce que de toute façon, vous ne les changerez pas. Voilà, Soraya, j'espère avoir été claire. Et puis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Alors, j'ai une autre question. Je ne vais pas citer le nom, même si tout le monde le voit, parce que je pense que ce n'est pas un prénom. Y a-t-il une hygiène de vie pour faire face à des personnes négatives? Ah, c'est une question très intéressante. Alors, je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas ma première qualité, parce que j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle des personnes négatives. Ok. Je vais le reformuler autrement. Vous avez des personnes dites toxiques euh, parce qu'elles vous drainent, c'est-à-dire que vous vous épuisez à leur contact.
soit parce qu'elles sont dans une posture de victime chronique et voilà, soit qu'elles sont elles-mêmes dans un profil très anxio-dépressif, soit qu'elles sont mal intentionnées. Malheureusement, il existe des personnalités malveillantes. Enfin voilà, si vous êtes en relation avec des personnes comme ça et que vous ressentez que cela vous épuise, de toute façon, peu importe l'analyse que vous ferez, c'est qu'il faut sortir de la relation. D'accord? Après, on peut travailler là-dessus. On peut voir, est-ce que c'est vous qui prenez les choses personnellement? Est-ce que vous avez du mal à vous protéger, à prendre de la hauteur? Est-ce que de toute façon, vous avez eu affaire à quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, est toxique parce que malveillant? Vous voyez, on peut décortiquer tout ça pour voir sur quoi vous pouvez travailler et sur quoi vous ne pouvez pas travailler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui seront toxiques pour tout le monde, et il y a des personnes qui ne seront pas toxiques pour tout le monde. D'accord? Donc là-dessus, c'est intéressant d'analyser et puis d'identifier sur quoi on peut se renforcer soi-même pour être moins vulnérable face à des personnalités toxiques, sachant qu'il y aura toujours une frange dont il faudra peut-être s'éloigner pour ne pas perdre trop d'énergie et pour ne pas abîmer sa confiance en soi. Donc déjà, ça c'est un premier niveau de réflexion. Pour l'hygiène de vie, oui, oui et oui. Parce que, par exemple, faire de la méditation de pleine conscience, faire du sport, marcher dans la nature et avoir une alimentation équilibrée sont des clés pour être bien dans son corps et par voie de conséquence pour être bien dans sa tête. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Ce sont des sujets qui sont très documentés. Donc, c'est pas au doigt levé que je vous dis ça. Introduisez des quelques bonnes habitudes pour l'hygiène de vie. Ça va vous renforcer votre sérénité intérieure et votre confiance en vous. Et par voie de conséquence, ça vous aidera à supporter des situations qui sont difficiles. Mais face, une fois de plus, à une frange de la population, notamment des personnes qui sont malveillantes ou des personnes qui vont vous renvoyer à des personnes de votre histoire qui ont été très compliquées pour vous, séparez-vous de cette personne-là, mettez de la distance, parce que à un moment donné, votre hygiène de vie, ça va pas suffire pour vous protéger. Voilà, voilà. Donc Soraya me dit dans un monde très macho, ouais, je n'ai pas tellement envie de modifier le conseil que je vous ai donné. Je crois que si à un moment donné, l'état d'esprit des personnes qui sont face à vous ne permet pas d'être crédibles de par leurs a priori, bon, bah, peut-être qu'il faut mieux pour vous tourner les talons. Hein. Je veux dire, vous ne les changerez pas en tout cas. Vous ne les changerez pas. Donc ça, c'est juste un peu peine perdue. Et puis effectivement, j'imagine bien qu'il y a certaines personnes qui peuvent être choquées par mes propos, mais moi je suis pas du tout dans un conseil qui se veut politiquement correct, moral, idéologique. C'est pas mon prisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'accompagne les gens, c'est de leur donner le conseil le plus pertinent pour avoir le meilleur résultat par rapport à ce qui est important pour la personne. Hein, pas de résoudre des problèmes de société. Donc, j'espère que vous comprendrez ma remarque. Alors, Sylvie, je m'attendais à avoir des clés, des conseils pour avoir un leadership positif qui peuvent s'appliquer en toutes circonstances. Eh bien, je comprends, Sylvie, derrière votre remarque, que vous n'avez pas ce sentiment. Et pourtant, je vous invite à penser à ce que je vous ai dit. Ce sont des vraies clés. J'imagine, peut-être, Sylvie, êtes-vous étonnée par le côté un petit peu développement personnel et qui vous paraît peut-être un petit peu conceptuel de ce que je vous ai décrit. Mais en réalité, il n'en est rien. Ce n'est pas conceptuel. Les conseils que je vous ai donnés sont très concrets. Et si vous voulez avoir un impact sur votre confiance en vous, dans toutes les sphères de votre vie, ce sont, je vous l'assure, de très bons conseils. Maintenant, si vous gardez une frustration, je vous invite à me développer encore votre remarque et m'adresser des questions. J'y répondrai bien volontiers.
Alors, Fatima. Oser et persévérer demande du temps. Quelle démarche à suivre pour y arriver? Alors, merci pour cette remarque, Fatima. Vous savez, parfois, je j'explique aux personnes que j'accompagne, que, lorsque l'on apprend à tenir des baguettes pour manger, chinois, ou lorsque l'on apprend à conduire une voiture, eh bien, c'est pas dans les livres qu'on va l'apprendre. On peut avoir des conseils de quelqu'un qui peut nous montrer, on peut même lire des articles si l'on veut sur comment bien conduire ou bien tenir des baguettes. Mais à un moment donné, c'est pas ça qui va faire qu'on va télécharger le logiciel, et qui va faire qu'on sera autonome, dans le fait de conduire ou de tenir des baguettes. Qu'est-ce qui va permettre de tenir des baguettes tout en ayant une conversation avec quelqu'un sans même y faire attention? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir conduire tout en pensant à moitié à autre chose? Eh bien, c'est qu'on aura téléchargé le logiciel. Et pour avoir téléchargé le logiciel, il faut avoir créé les réseaux synaptiques dans sa tête. Et pour ça, il faut avoir beaucoup pratiqué. Alors, il y a des gens, bah, ils vont apprendre à conduire en 24 heures, 24 heures de conduite, puis d'autres, ça va être 90 heures, et puis pour d'autres, il leur faudra des années à être un peu moyen pour commencer à avoir de très très bons réflexes. Mais c'est la régularité, la persévérance qui va permettre d'intégrer les changements. Moi, j'ai un programme, par exemple, de coaching, confiance en soi, affirmation de soi, qui s'étale sur 6 mois. Évidemment, l'idée, c'est de connaître un véritable changement en 6 mois, mais une fois de plus, ce changement, il peut être, les personnes peuvent s'auto-coacher et continuer à travailler leur confiance en eux et obtenir beaucoup plus de résultats en continuant à réaliser les exercices que je leur aurais recommandés dans les mois et les années à venir, clairement. Mais effectivement, c'est du temps, ça se compte plus en moi qu'autre chose, hein. Clairement, la confiance en soi, c'est au bout de, ça se compte nettement plus en mois qu'en semaine. Je reprends votre question. Oser et persévérer. Quelle démarche à suivre? Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, Fatima, fixez-vous des petits défis. D'oser faire des choses que vous n'auriez pas osé la veille. Par exemple, vous pouvez vous fixer, je vais oser 2 choses par semaine pendant 5 mois. Eh ben, vous allez voir, ça va déjà beaucoup changer les choses. Et faites-moi un mail pour me dire si ça n'a pas beaucoup changé les choses pour vous. Vraiment, j'aimerais avoir votre feedback. Voilà, Fatima, j'espère vous avoir bien renseigné. Alors, non, la misogynie existe et ce n'est pas comparable à des petits mots-cris à remettre dans le contexte, à ne pas déliger. Voilà, bah, effectivement, hein, je ne suis pas dans le contexte de la personne qui s'est exprimée sur ce sujet-là. Je ne sais absolument pas si elle a affaire à quelqu'un ou à des personnes qui sont profondément misogynes ou si ce sont juste des plaisanteries, ça existe aussi, des plaisanteries qui ne sont pas mal intentionnées. Moi-même, j'ai beaucoup d'humour et j'espère que mes messages sont interprétés au second degré comme c'est l'objectif, naturellement. Ça, c'est vous qui savez, hein. Là, avec les quelques échanges qu'on a sur le chat, où je n'ai pas le loisir de vous voir et d'échanger en face à face avec vous, j'ai très très peu d'éléments de contexte. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous livrer des clés qui pourront peut-être vous amener à faire un pas dans votre problématique, mais bien sûr, qui me reste inconnu. Alors, je vais prendre encore quelques questions. Le charisme, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas, hein, quand nous arrivons sur la fin, n'hésitez pas à m'indiquer dans la cellule de chat votre adresse email si vous souhaitez que je vous envoie le diaporama. Je pense que j'aurai le temps de le faire ce soir, donc n'hésitez pas. Jean-Paul, le charisme, n'est-ce pas la conséquence du leadership? Oui et non. Je dirais que déjà, ça dépend le charisme dans votre vie privée ou en tant que manager. En tant que manager, si vous voulez avoir du charisme, il faut effectivement que les niveaux inférieurs aient été consolidés, y compris le leadership. Mais ça ne suffira pas. Il y a d'autres éléments à acquérir.
Après, dans votre vie privée, si déjà vous développez votre bonne conscience de vous-même, estime de vous, confiance en vous et affirmation de vous, vous n'avez pas forcément besoin d'acquérir des clés de leadership telles qu'il peut s'exprimer dans l'organisation. Et là, on peut passer directement à l'étage charisme. Mais on est sur un apprentissage différent. On ne va pas naturellement développer du charisme parce que on est un bon leader. Alors, je vais prendre une ou deux questions. Comment faire quand on est hypersensible? Alors, comment faire quoi, Isabelle? Parce que votre question est certainement très intéressante pour beaucoup de participants. Elle est malgré tout un peu globale. Hein. Comment faire quand on est hypersensible? Je peux juste vous répondre quelque chose. Hein. C'est que les personnes qui sont hypersensibles, c'est hyper important qu'elles comprennent bien leur hypersensibilité. D'accord? Donc, déjà, si vous l'êtes, lisez sur l'hypersensibilité, comprenez-vous vous-même de façon très approfondie, de façon à savoir vous gérer vous-même. Ça, c'est une première chose, vraiment. Une deuxième chose, c'est ne cherchez pas à performer dans des environnements qui ne sont pas adaptés à votre personnalité. Il y a des gens qui ont le cuir plus épais, il y a des gens moins sensibles, qui sont plus adaptés que d'autres à certains environnements. C'est pas la peine d'être à contre nature parce que ça, c'est pas ça qui va vous insensibiliser. La sensibilité, ça fait partie des caractéristiques de personnalité qui sont très profondes, très structurelles, qu'on ne change pas. Moi, je ne peux pas rendre quelqu'un insensible et je ne peux pas rendre quelqu'un sensible. En revanche, les personnes très sensibles peuvent apprendre à gérer leur sensibilité et choisir des environnements de travail adaptés à leur sensibilité. Et les personnes très peu sensibles peuvent apprendre à mieux comprendre les autres et à mieux communiquer avec les autres. Voilà. J'espère vous avoir quand même donné quelques éléments. Je dois vous quitter. Au revoir Magali. J'ai noté l'adresse email. Je vais comment être influent sans être manipulateur. Didier, j'aimerais tellement développer ce point qui est passionnant. J'aurais envie de vous dire que la manipulation, ça peut être plein de choses. Ça peut aller des intentions les plus louables aux plus malveillantes. Mais que manipuler, ça veut aussi vouloir dire manier avec précaution. Comme la maman qui lit une histoire à son petit enfant le soir et qui quitte la chambre sur la pointe des pieds en laissant la lumière du couloir allumée. Mais là, nous sommes dans une manipulation bienveillante, plutôt gagnant-gagnant. Donc voilà, ce sera le commentaire de la fin, puisque je dois rendre la plateforme. Merci à tous pour vos questions vraiment intéressantes, votre participation pour ce webinaire. J'espère que ça vous aura apporté ne serait-ce que quelques éclairages pertinents pour vous dans vos vies. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous à l'avenir et de vous rencontrer, pourquoi pas en visio, pourquoi pas en présentiel, puisque c'est quand même vers ça qu'on va doucement mais sûrement. Voilà. Je vous souhaite une très agréable journée, une très bonne semaine et prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir.